Voilà. Bonsoir, je suis Jacques Variengien, le rédacteur du web journal L'Ortie. Et ce soir, nous allons écouter le témoignage de Stéphane Carras qui va se présenter. Je vous laisse vous présenter, Stéphane. Stéphane Carras, eh bien, je vais avoir 52 ans cette année. Je suis effectivement un fils de paysan. J'aime bien ce mot, paysan, plus qu'agriculteur. Mm. Euh, voilà, donc je vais vous raconter un peu, oui, ce que j'ai vécu. Et puis aujourd'hui, je ne suis pas aujourd'hui je travaille pas dans l'agriculture du tout, hein. Voilà, je travaille dans le secteur privé de la banque, donc je n'ai rien à voir avec ce métier-là. Mais bon, j'ai quand même vu sur la commune son évolution et je l'ai vécu personnellement. Donc Oui, voilà, en 50 ans, il s'est passé des choses. voilà. Vous avez Voilà. des souvenirs à partir de quel âge des pratiques agricoles de vos parents? Je dirais peut-être 4 5 ans sur des premiers flashs, oui, qui reviennent quand même. Oui, oui, c'était quand même, c'était très présent puisque mes deux parents travaillaient à la ferme, hein. Donc Oui, voilà, parce que déjà on pourrait parler de ça, voilà, de cet aspect. Moi, je suis né en 1972. J'ai connu mon grand-père paternel qui était déjà paysan, agriculteur. Mon père a repris l'exploitation familiale. Ils étaient 10 frères et sœurs. Donc, en fait, il a repris l'exploitation agricole et ses autres frères. Il a un autre frère qui est resté agriculteur sur la commune, Charles, qui est décédé en 1982. Et voilà, donc ses autres frères et sœurs sont pas restés sur la ferme. Et donc il a repris cette exploitation et puis il l'a un peu fait grossir, quoi. Il avait racheté quelques superficies de terrain pour grossir un peu l'exploitation. Donc, effectivement, quand on parle, enfin pour moi, dans mes souvenirs, j'ai quand même deux phases. Deux phases, je vais dire, les années 70 à 80 mm, et les années 80 à 90. Et puis après, voilà, moi, en 92, j'avais 20 ans, donc après, ça a été un peu la fin de son activité agricole à mon père, enfin, à mes parents, puis à mon père. Mais j'ai quand même deux grandes phases de 70 à 80, 80 à 90. Je dirais que de 70 à 80, bon, j'étais un enfant. Certes, alors on peut peut-être idéaliser, parce que quand on a une vision d'enfant, on se rend peut-être moins compte des choses, mais il n'empêche que j'ai quand même un très bon souvenir de ces années 70, fin des années 70, où l'agriculteur, le paysan, bon, mes parents ils faisaient de la production laitière et de la multiculture, parce qu'à Montsevrou, on n'a pas vraiment des terres dédiées aux céréales. Enfin, on fait un peu toutes les céréales, un peu pour le besoin des bêtes, et puis pour revendre hein, du blé, un peu de maïs. Donc, je me rappelle très bien de ces années 70, fin 70, où je dirais entre guillemets, l'agriculteur, il suffisait, enfin, avec des guillemets, hein, qu'ils produisent bien, qu'ils produisent propre, en grande quantité, et il n'y avait pas trop de problèmes de prix. Donc, il était rémunéré. Alors, plus il produisait bien, plus il avait un salaire, voilà, un revenu. mm. Donc, ce schéma, il permettait je dirais, de s'en sortir à peu près, quoi. Enfin, ça allait, quoi. Parce que le lait était assez bien rémunéré. Et je sais qu'il y avait on gardait le lait dans des tanks à lait réfrigérés, et donc il y avait le laitier qui venait, je sais plus, tous les 2 jours, je me rappelle, ou tous les jours, je me souviens plus. Mais enfin, il y avait des prélèvements et ils étaient payés en fonction de la qualité. Il y avait trois qualités, je me rappelle, A, B, C. Et sur la qualité, ben, plus la qualité était élevée, plus le prix était élevé. Donc voilà, il y avait, alors je peux quand même en parler. Euh, il fallait produire en quantité. Ouais. Donc, qui dire produire en quantité?
il fallait mettre ce qu'il fallait en engrais, en azote, en tout ce qu'on veut, ouais, et il fallait mettre des pesticides bien comme il faut pour que le maïs soit bien propre et que le blé aussi, quoi. Donc ouais, forcément, moi j'ai connu ces années-là. Moi j'ai souvenir de quand j'étais gamin que je sautais sur les monticules de sacs d'engrais que faisait livrer mon père. Je ne sais plus combien de tonnes ça représentait d'engrais, hein, ouais, mais c'était important. Et donc voilà, donc j'ai connu cette période-là où j'ai connu des parents qui étaient assez enthousiastes d'avoir repris la ferme. Il y avait encore mon grand-père, donc ils avaient gardé certaines pratiques enfin, de la fin de l'ancienne exploitation. Il y avait beaucoup de pommiers, on allait ramasser beaucoup de pommes, on produisait beaucoup de pommes de terre, on avait gardé ces... Donc ça, c'était, je dirais, cette période de mon grand-père que mon père continuait un peu. Et puis lui, il était plus jeune, donc il avait fait une école agricole. Donc lui, il suivait les techniciens agricoles, il suivait les technico-commerciaux. Enfin, moi, j'appelle ça des technico-commerciaux aujourd'hui, mais des gens qui travaillaient chez Péchin et Progil et autres, qui venaient là mm, pour dire ce qu'il fallait faire pour bien produire beaucoup en quantité proprement, quoi. Pas ouais. proprement. Oui, oui, Je veux dire, sans herbe, sans, voilà, oui, je ne dis oui, pas oui, les dégâts qu'on a fait à côté, qu'il a découvert après, mais ça, c'était après. Mais effectivement, voilà. Donc, cette période-là. Donc, ça, alors, je dis pas que je l'idéalise un peu, mais j'en ai des très bons souvenirs. J'en ai des très bons souvenirs parce qu'on était tout le temps dans la ferme. Donc, il y avait des vaches, il y avait des poules, il y avait des lapins, il y avait voilà, il y avait la folle période des moissons qui se terminait à 2 heures du matin, automatisées, hein, moi, j'ai pas connu l'époque des moissons à la main, c'était les oui, moissonneuses. Les foins, voilà, des grosses périodes des foins. Voilà, il y avait des grosses périodes dans l'année où c'était presque des moments, pas de fête, mais quand même des moments où on était joyeux, quoi, oui. de faire ces parties-là, parce que c'était quand même les revenus qui arrivaient, Oui, donc c'est la récolte. c'était la récolte. Donc voilà, même si c'était automatisé, il y avait quand même cet esprit, les moissonneurs venaient, il fallait faire des repas pantagruéliques, enfin voilà, c'était... Voilà. Et puis après, Alors, les années excuse-moi, 80, oui. dans cette période 70-80, c'est la mécanisation. Du coup, c'est l'achat du tracteur, Ben voilà, moi j'ai la connu. Alors location de matériel. j'ai connu mon père avec un premier énorme tracteur qui me faisait énormément peur. Je sais plus à qui il avait acheté ça d'occasion, un très gros tracteur. Enfin, pas en puissance, mais quelque chose d'assez lourd, avec un gros bruit, je me rappelle. Et après, il avait acheté des tracteurs un peu plus petits en grosseur, mais en puissance plus élevée. Je sais il y avait le premier tracteur vert, c'était un Dodge que j'avais vu, que je me souviens. J'ai monté, il n'y avait pas de cabine, hein, on se mettait à côté, il y avait un endroit pour se tenir sur le garde-boue du tracteur. Et après, son dernier tracteur qu'il a acheté, c'était un tracteur, je crois, de 70 chevaux, qu'il a toujours, mais c'était Renault qui fabriquait ça dans les années 80. C'est le dernier tracteur qu'il a acheté et qui était avec un moteur allemand MAN dessus. Enfin, c'était des Renault qui faisaient ça et c'était son dernier tracteur où là, il avait pu acheter une fourche hydraulique devant. Mm. Enfin, voilà, c'était le truc voilà, qui était bien pour l'époque. Maintenant, c'est complètement désuet, mais Alors, voilà. vous disiez, l'époque des pesticides, vous avez observé quand même Ah euh, oui, alors là, moi, à la j'ai fois le vu, discours de c'est bien, voilà, c'est pas le voilà, progrès, mais en même voilà. temps, Ah bah moi je l'ai vécu, hein, ça on l'a pleinement vécu. J'ai souvenir de produits parce que bon c'était pas non plus une très très grande exploitation, hein, donc il avait enfin, une sulfateuse qui mettait derrière un plus gros pulvérisateur qui mettait derrière son tracteur. Donc pour économiser l'eau, il y avait beaucoup de mares hein, enfin, sur la commune et sur l'exploitation on avait quelques mares. Donc, les pulvérisateurs étaient faits pour permettaient puisque quand ils répandaient les produits, ils aspiraient en fait il y a un tuyau qui était en immersion dans ce réservoir. En fait, mon père s'en servait pour prendre l'eau dans une mare pour éviter de prendre de l'eau de la commune ou de l'eau du puits. Donc, il économisait l'eau comme ça. Et j'ai un souvenir parce que
une année, je ne sais plus quel produit c'était. Moi, je me rappelle que c'était des produits, il y en avait un, il avait une tête de mort dessus. C'était des gros bidons avec des têtes de mort dessus. Et je me souviens que mon père me disait, surtout ne touche pas ça, ne touche surtout pas ça. Je crois que c'était pour les traitements des maïs qui utilisaient ça. Et ça avait tellement une odeur affreuse, parce que ça faisait mal à la tête. Lui, quand il répandait ça, il se mettait, j'ai souvenir, enfin, j'en rigole parce que c'en est triste, parce que lui, il a chopé un gros cancer, et je pense que c'est pas pour rien. Euh, euh, il mettait des bas de femmes, vous savez, des bas, Mm. et il se mettait ça sur la tête. Alors il me disait, ah bah ça filtre un peu l'odeur. Bah, voilà. Donc, c'était le moyen de protection pour Parce que des produits. Oui. les fournisseurs ne fournissaient pas de masques ni de Non. protection Moi, j'ai pas de particulière. souvenir de ça. C'est pas Et souvenir. donc, pour continuer l'histoire, il avait mis ce produit-là. Et donc, il fait un premier passage. Il prend, je sais pas combien il y avait de litres d'eau, de 300 litres d'eau dans ses réservoirs. Il fait un premier passage. Donc, il dépense ce pesticide. Il retourne chercher de l'eau pour le deuxième et le troisième passage. Donc, en fait, le système d'aspiration d'eau avait trempé dans le produit et il l'avait remis dans la mare pour dire de réaspirer l'eau. Donc, c'est simplement le fait de réaspirer l'eau. Et le lendemain ou surlendemain, parce que moi, j'attendais le bus, le car qui m'emmenait au collège de Vorpère. Et le lendemain ou surlendemain, à la surface de la mare, qui était là au bord de la route, plein de tritons, enfin, vous savez, ça fait un peu des petits Mm. scarabées, les tritons dans les mares, tous sur le dos, tous morts. Ouais. Dans les champs, dans les champs, les vers de terre. Alors, mon père a fait venir le technicien. Et la remarque du technicien pour l'époque, ne vous en faites pas, les vers de terre sont très bien organisés en plusieurs couches au niveau de la terre. Donc, ça a probablement dû tuer que la couche superficielle des vers de terre de la terre. Voilà le souvenir que j'ai, un souvenir. C'est un des souvenirs que je me rappelle les plus terribles quand même, parce que, et là, mon père avait réagi, il dit, là, je pense qu'on est en train de faire des grosses conneries. Ah oui. Parce que là, on va loin, quoi. Et donc, bah, s'en est suivi, on avait plein d'arbres fruitiers, on avait plein de pommiers, plein de cerisiers, euh, qui est dans la colline qui regarde les chevreaux, hein. Ouais. Ils sont morts, ils sont tous morts, on n'a gardé aucun pommier. Ah oui. Là où il y a eu beaucoup de culture de maïs. Pareil, là, en face de là où j'habite, pareil, l'autre flanc de colline, pareil, on avait énormément de pommiers et de cerisiers, il n'y en a pas un qui a résisté. Alors, certes, on va me dire c'est la vieillesse, moi, j'y crois pas, parce Mm. que c'est des arbres qui vivaient quand même assez longtemps. Je pense que c'est des cultures intensives de ces produits, puisqu'on était capable de tuer Mm. des vers de terre comme ça, simplement en aspersion. J'imagine que les années cumulées ont fait que ben, les arbres, ils n'ont pas survécu. Mm. Et voilà. Et donc, les techniciens n'étaient pas là n'avaient pas ce recul. Personne n'avait ce recul. Ils étaient là parce qu'il Mm. fallait produire et ça allait garantir le revenu, parce qu'il y avait des emprunts qu'il fallait rembourser. Enfin voilà, voilà comme on est dans le truc, quoi. Donc Comme on voilà, moi dit, j'en ai quelques souvenirs de ça. Oui. c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde était pris. Le constat, on le faisait, mais du coup, rien ne permettait d'avoir le recul de dire, mais qu'est-ce qu'on fait vraiment là? Hein, quel sens ça Ouais. a? Oui, et puis ça paraissait, enfin, l'agriculture biologique comme on la connaît aujourd'hui, mais on l'évoquait absolument pas. Mais c'était pas abordé du tout. Je Oui, veux dire, autant, moi, quand j'étais au lycée, que j'ai fait pas mal comment, un cursus maths bio, donc j'ai fait pas mal de bio. Dans les années 90, on nous sensibilisait déjà. mm, C'était l'époque où il y avait déjà Antoine Wechter. Enfin, oui, voilà, c'était cette époque-là. Donc, il y avait déjà ces sensibilisations-là. Mais dans les années 70, fin 70, moi, j'ai pas, alors bon, j'étais jeune, mais j'ai pas oui, souvenir une quelconque sensibilisation sur ces sujets, hein. On était là. Et de toute façon, le schéma, il était, on produisait, on produisait, on produisait. Donc, plus on produisait, plus on était rémunéré. Donc pourquoi arrêter quoi? Enfin, et oui, puis bon, et puis comment en fait les terrains finalement.
par les exploitations des anciens étaient relativement préservées. Donc, on ne voyait pas qu'on allait faire du mal en très peu de temps, puisque depuis des centaines d'années, on n'avait jamais changé les modes de culture. Donc, les terres, elles étaient assez saines. ouais, Donc on n'avait pas. On a fait en 10 ans un dégât colossal dans les années 70 et 80. On a fait ce dégât qui a été enfin, très important et que on sortait de centaines d'années où les exploitations n'avaient pas. Ben voilà, on cultivait en surface parce qu'on n'avait pas des systèmes qui permettaient de mélanger la terre en profondeur. Donc la terre était relativement saine. Donc on s'en est pas aperçu tout de suite, quoi. ouais, Et c'est qu'après, quoi. C'est ouais. qu'après, on a Et commencé à donc, s'en. ce tournant pour vous des années 80, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à quoi ce tournant? Ah ben, les années 80, enfin, mes parents ont vu l'arrivée de la mise en place de toute la réglementation européenne, en fait. Ouais. Là, il y a eu, c'est-à-dire le premier coup de semonce, quand même, qui a été très difficile pour eux, c'était les premiers quotas laitiers. Hmm. Euh, Eux, parce que le lait, c'était quand même quelque chose qui leur amenait un revenu quand même assez régulier, la vente du lait. Il y avait les céréales, il y avait des autres choses qui étaient à des périodes dans l'année. Mais le lait, c'était quand même comme un enfin, c'était un petit salaire qui tombait tous les mois, on vendait son lait, donc ça assurait un petit revenu. Et donc là, voilà, c'était indexé sur la qualité, sur la quantité, ben, on pouvait vendre ce qu'on produisait sans trop de problèmes. Au niveau tarifaire, ça tenait à peu près la route. Et là, on a commencé à dire aux agriculteurs, non, vous pourrez produire et vendre Ouais, que ça, que telle quantité. ouais. Et donc, quand il a reçu les courriers, quand on lui disait, vous pouvez produire que ça, eh ben, il y avait une partie de la production qu'il fallait l'acheter, il fallait jeter Allez le lait, l'acheter. il fallait, ben, de toute façon, ou faire des fromages, mais enfin, on ne pouvait pas. Et mes parents enfin, faisaient quelques fromages, mais ce n'étaient pas des gens qui avaient l'habitude de faire des marchés de fromage. Ils n'étaient pas du tout préparés à ça, quoi. Alors, on leur a dit, si vous pouvez produire plus, vous pouvez produire plus, mais à condition de entièrement moderniser les salles de traite, parce que eux, c'était quelque chose qu'ils avaient un peu modernisé, mais je veux dire, à leur échelle, où ils avaient fait Ouais, faire des travaux, mais automatiser l'évacuation du fumier, ils avaient mis un système de tireuse à lait automatisé, mais ce n'était pas des salles de traite comme on entend aujourd'hui, avec des salles carrelées, le lait qui transite, voilà, c'était des choses assez manuelles. Et donc là, bah, le billet d'investissement, il était énorme, quoi. Et je mon comprends. père, il a dit, l'investissement à réaliser, Oui, il fallait investir énormément pour pouvoir repartir sur des quantités supérieures. Et mon père a dit non, on ne remet pas un investissement là-dessus. oui. Je préfère faire autre chose. Ça a été très difficile parce que Alors, avant de parler de l'autre chose qu'il a fait, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on dit, on est en surproduction, donc il faut arrêter de produire, sauf oui. si vous Sauf modernisez. si vous vous modernisez, que en fait vous êtes capable en fait de produire. Enfin, moi je me souviens, c'est que dans sa situation actuelle, euh, il fallait c'était des paliers en fait. Il y avait une sorte de Ouais, palier. Et d'accord. donc dans la situation où il était dans un intermédiaire, si vous voulez, de Ouais, production. Donc il avait une quantité qu'il ne pouvait pas vendre, ouais, mais s'il fallait qu'il passe au gap en dessus, eh ben, ça nécessitait ouais, euh, des gros investissements et parce qu'il fallait en plus que ça réponde à certaines normes. ouais, C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les agriculteurs, je les vois au bord des routes, je ne sais pas du tout où ils en sont au niveau des normes. Mais j'imagine que depuis des décennies, ça a dû aller crescendo. Alors, sans doute que c'est bien, toutes ces normes, je ne sais pas, hein, mais moi, me souviens ce que ça avait occasionné pour lui en disant, en plus, euh, il ne souhaitait pas trop, quand il a vu arriver tout ça, qu'on reprenne, parce que j'ai un frère, hein, donc il ne souhaitait pas du tout, il était très frileux à ce qu'on se lance dans l'agriculture, parce que malgré les années 70 qui n'étaient pas si mal, ouais, c'était quand même pas simple. L'arrivée des quotas laitiers plombé, a plombé son revenu. ouais. Euh,
c'était très compliqué, hein. C'est des périodes, je me D'accord. souviens des situations Ouais. à la maison où c'était très, très compliqué. Enfin, Et qu'est-ce qu'il faisait des surplus à cette époque laitier? Il les jetait? ben, moi, j'ai vu du lait qui avait été jeté, oui. J'ai vu du lait qui a été Ah, jeté. Il a fait quelques fromages, ouais. mais il vendait un peu de lait comme ça aux voisins qui venaient chercher un peu de lait. Mais enfin, c'est pas Ouais. 2 litres de lait de consommation. Monsieur? Et D'accord. Ah ouais. donc après, ben, progressivement, ben, le troupeau, il l'a réduit jusqu'à l'arrêter. Parce qu'elle a Voilà, arrêté. c'est d'aller. Parce qu'à un moment, ben, il a carrément plus été dans le circuit de production laitière, quoi, parce que c'était fait pour. Enfin, Oui. ce système-là avait été fait pour arrêter ces petites exploitations et Oui. concentrer les productions sur des gros systèmes. Donc, c'était soit il fallait investir lourdement et se Ouais. dire, bah, mes enfants vont reprendre, je fais un très gros Oui. investissement, Oui. Oui. ou soit je vais arrêter petit à petit, mais il faut que je trouve un moyen de revenu, quoi. C'est Et ça, là, ben alors, ce qui s'est passé, ben, en fait, s'il n'y a pas eu 50 solutions, c'est que bon, ils trouvaient quelques pistes, mais ça surtout, c'est que ma mère a fini sa carrière en usine, oui. comme manœuvre. Le week-end, il y avait une usine de tissage qui s'était montée à côté, à Monster au milieu, Ardennant Tissage. Et elle a fait quelques années, 2 fois 12 heures le week-end, pour avoir des revenus, Ouais, ouais, pour du coup. pouvoir que ça boucle, quoi. Pour que Ouais, ça boucle, pour que les emprunts qui avaient été contractés, par exemple, pour acheter toute la ferme pendant 30 ans, bah, il fallait continuer à les rembourser. Les investissements qu'il avait fait sur des tracteurs et tout. Moi, c'est vrai que des fois, je compare un peu à un couple qui achèterait aujourd'hui une maison, qui signe un prêt en banque pour 20 ans pour sa maison, et qu'au bout de 7 8 ans, on lui dit, ben, monsieur, vos revenus vont être divisés par deux. Ben, vous faites comment pour payer? C'est compliqué, quoi. Enfin, ouais. vous n'êtes pas dans votre schéma, Mm. c'était pas prévu, quoi. C'était pas imaginable, c'était pas. Et alors, bien sûr, le Crédit Agricole, les banques, elles disaient, ben, on va vous prolonger, on va vous différer, mais enfin, c'est le même débat qu'on entend aujourd'hui. Moi, c'est pour ça que ça me parle, les agriculteurs, quand ils sont au bord des routes, en disant, bah, la banque, elle peut pas annuler une dette, elle peut la décaler, elle peut l'aménager, mais le Ouais, volume financier à rembourser, voilà. Donc voilà, ça s'est terminé pour eux comme ça. Et surtout, mon père a arrêté complètement dans les années 80, sur la fin des années 80, il a arrêté la production des céréales parce que l'appareil, les cours étaient en train. Alors, il n'a pas vécu, lui, l'arrivée des primes PAC. ouais, C'était que quand il a arrêté, hein. Il a arrêté juste son exploitation avant que les premières primes PAC commencent à être versées aux agriculteurs. Mais il a quand même commencé à avoir pareil le nivellement par le bas des prix. Et en fait, ce qu'il a fait, il a transformé son exploitation où il y avait des céréales en production de fourrage. mm, Donc, il faisait que de la production de fourrage. Donc, et il vendait ça à une entreprise qui était dans la Drôme, qui transformait le fourrage en granulé pour l'alimentation du bétail. Et finalement, il n'avait pas beaucoup de frais. Enfin, il avait fait des calculs, hein, que finalement, il avait pas trop d'engrais à mettre, pas de traitement, pas trop de mécanisation, parce que mine de rien, le foin, ben, bon, il avait semé un peu des trèfles et autres, mais finalement, il s'assurait un revenu, un petit revenu, mais finalement, qui était moins mal que de repartir dans des céréales et tout, quoi. oui. Qui demandait Et, peut-être moins de travail et pardon? qui demandait peut-être moins de travail et moins d'emprunt. Oui. Ben, c'est ça, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que moins de risques, parce que Ouais, les céréales, moi j'ai souvenir, pareil, hein, des années 80 où le colza, ben, ça avait grêlé juste avant ouais, de ramasser le colza. Ben, le colza, il était tout par terre, donc le revenu, il était par ouais, terre. Des années où le maïs, les moissonneuses, tellement qu'il pleuvait, on ne sait plus l'époque d'aujourd'hui, mais moi j'ai souvenir des moissonneuses qui ne pouvaient même pas rentrer dans les champs. On a ramassé le maïs à la main parce qu'il ouais, fallait ramasser par les poupées, parce qu'au mois de novembre, il n'y a aucun engin qui pouvait. Puis surtout à Montsevrou, les terres, ouais, elles sont très argileuses. Enfin, bon, c'est très compliqué. Donc, voilà. Donc, les revenus étaient quand même sur les céréales à Montsevrou. C'était quand même. Les bonnes années, ça allait bien. Enfin, ça allait pas trop mal. Mais après, voilà, hein. Donc c'est vrai que le fourrage, pour ça, malgré tout, ça lui avait assuré sa fin de carrière. Et il a pu. Alors, je me rappelle plus bien parce que moi, j'étais
plus trop là à cette époque, mais il a pu partir une sorte de pré-retraite agricole. Il y avait eu des incitations, je crois qu'à 57 ou 58 ans, il a pu arrêter son exploitation et la louer à un agriculteur qui s'installait, quoi. Donc, D'accord. mais effectivement, j'ai vraiment connu ces deux phases. Euh, alors après, c'est vrai que moi enfin, je connais quand même un peu, mais la politique agricole avec les primes, euh, bon, où on assure en fait indirectement un revenu aux agriculteurs parce qu'en fait, on a baissé les prix Mm. des produits, mais on les compense, enfin, compense. Ouais, C'est un système de régulation qu'on amène par des primes. Ça, on l'a pas connu, enfin, mes parents n'ont ouais, pas connu ça. Donc, je ne sais pas si pour eux c'est plus simple ou pas, j'en doute, je ne sais pas. Je pense oui, que nous, on en avait vécu un peu, on l'a vu à travers le premier fermier qu'avait eu mon père. Ça incitait pas, du moins ce qu'on en avait vu au début, ça incitait pas à faire de la production qualitative en fait. oui, Parce que on, on pouvait tomber sur des travers où on faisait à minima les choses et on avait sa prime qui tombait, quoi. Enfin, mm. j'exagère, hein, je Ouais, schématise, hein. d'accord. Mais voilà. Donc, mais bon, c'est vrai que c'est un peu différent du système que j'avais un peu plus connu dans les années 70, quoi. Où on favorisait plus la qualité et la quantité. À quel prix, comme on en a parlé tout à Oui, l'heure. oui. Mais, Mm. mais, mais, euh, mais ouais, c'était quand même un schéma différent. Ouais, Donc c'est vrai que j'ai quand même bien vécu ça. Et puis, c'est vrai que dans le monde agricole, c'était compliqué aussi parce que les années 70, bon, c'est les années fin 68 où il y a eu toute la désertification rurale qu'on a connue, que les jeunes ne sont pas restés dans les campagnes. Et on avait sur la région pas mal d'usines qui existent toujours, enfin qui ont changé de nom depuis, mais toutes les usines chimiques qui étaient sur Roussillon et autres, qui ont embauché à tour de bras plein de jeunes fils de paysans mm. et qui, du coup, n'étaient pas des agriculteurs, enfin pas des paysans C'est- à temps plein, mais c'était des personnes qui maintenait l'exploitation parce qu'il travaillait à temps plein en usine, mais il restait à côté maintenir l'exploitation. Voilà. Donc c'était une autre forme d'agriculture. Mais pour moi, mais alors, il y avait des gros débats là-dessus parce que un agriculteur qui vit pleinement avec sa femme de son activité agricole, l'agriculteur qui en fait est salarié à côté à oui, temps plein et donc, et pour la retraite, j'en parle même pas. Et ouais, puis il y a les agriculteurs certains agriculteurs commençaient à avoir leur épouse qui ne travaillait pas dans l'exploitation et qui travaillait ailleurs. oui. Et Ouais, je pense que beaucoup de jeunes agriculteurs qui ont aujourd'hui qui se sont installés à l'époque et qui ont aujourd'hui une cinquantaine d'années ont eu raison de pas avoir la totalité du couple oui, euh, qui fonctionne sur l'exploitation, parce que ça fonctionne dans certains cas, mais c'était très compliqué, quoi. Alors, l'épouse était là, en fait, pour assurer un salaire qui permettait de vivre, enfin, ouais. d'amener un revenu plus ou moins fixe dans le C'est couple, un quoi, hein. modèle, là, Mais c'est effectivement. dommage, hein, c'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, il nous reste à peu près 10 minutes. Des regrets vous concernant sur cette évolution? Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, on a la chance d'avoir enfin, mes parents ont loué leur exploitation à des agriculteurs, ça fera 9 ans. C'est des bails de 9 ans, donc je sais que ça fait 9 ans qu'ils sont arrivés. C'est alors la ferme du Contrevent maintenant, parce qu'ils ont changé de nom, c'est la ferme du Comte Bernard. Et là, pour moi, c'est un super vrai contre-exemple de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est le couple, et deux couples vivent Oui, sur cette exploitation. Euh, en 9 ans, moi j'ai vu des gens. Bon,
des gens très formés, certes Oui, très formés, oui, déjà, des gens très, très formés, très techniques, malgré tout, parce que on a beau dire qu'on fait de l'agriculture bio, ça reste très pointu et très technique. mm, mm, Euh, le fermage, pour parler simplement de ça, c'est que quand il faut payer un fermage, quand vous êtes exploitant agricole, que vous louez les terres, vous louez vous la louez à d'autres, qu'il faut payer le fermage. Moi, j'ai connu le premier fermier qui louait à mes parents. C'était toujours très compliqué parce que les revenus n'étaient pas là, parce que mm, voilà, l'année n'avait pas été super, je ne sais pas quoi. Déjà, ça veut dire que s'ils sont capables aujourd'hui de rémunérer, de payer les fermages comme ils le font à date, ça veut dire que l'exploitation, elle est très très bien gérée. Elle est mm, très très bien gérée. Première chose. Deuxième chose, euh, les terres sont très bien cultivées, entretenues. Je veux dire, mm, ça me fait plaisir de voir l'exploitation dans cet état, de voir qu'on y fait toujours des céréales, mm. de voir toujours qu'ils ont su optimiser en tenant compte des sols, de faire des choses, des rotations de culture. Moi, ça me fait plaisir et je me dis, c'est un modèle qui marche. Qui Oui, marche. On a beau dire avoir des détracteurs, des gens qui vous disent si ça marche. Alors, certes, ils bossent beaucoup. Alors là, ils bossent, ils passent des heures, ils ont une solution de leur production ils la transforment pour la revendre. Moi, le modèle est génial, quoi. alors Alors, Benoît, on a Benoît qui en parle hein, dans une vidéo, hein, d'accord. qui dit qu'ils ont fait le Et calcul, ça leur fait 43 heures de travail non, mais par c'est pour semaine ça. sur le terrain. C'est pour ça que c'est un Mais boulot ça colossal. fait partie de la fourchette basse dans le monde Ah ben agricole. bien sûr, oui, oui. Moi, je trouve que et je trouve que voilà, ça fait plaisir parce que je pense que au regard de la façon dont que mon père a encore les échanges avec eux, l'exploitation fonctionne pas mal, quoi. J'ai l'impression que ça marche bien, quoi. Enfin, ça marche bien dans le sens, je pense, c'est des gens très organisés, donc. Et c'est vrai que, alors moi, j'ai surtout pas de regrets. Alors j'ai un peu de nostalgie. J'ai un peu quand je vais me balader dans l'exploitation, j'ai un peu l'image, voilà, de mon grand-père. Et il doit me dire, mais t'as pas été fichu Mm. de continuer. Mais en fait, j'ai tellement eu à la fois bon, ces grands moments de bonheur de ce qu'on a vécu quand on était gamin, mais des détresses, mais je peux pas en parler devant la Oui, vidéo, tellement que ça d'accord. a été compliqué. Je n'aurais pas pu faire vivre ça à mes enfants. Ben, ils ne D'accord. nous l'ont pas fait vivre, Oui, mais oui, nous, on l'a vu. Ils vous ont tout l'avez fait pour reçu. nous élever, mais, excusez-moi, Ouais, ouais. je vais me remettre, mais Oui, ils avaient à nous élever. ouais. C'est ce qu'on appelle le labeur, hein. Voilà, et ils n'ont jamais rien compté. Ouais. Leur temps, moi, c'est vrai que, et je me dis, c'est vrai que c'est peut-être un peu égoïste de ne pas avoir repris ce monde agricole, de ne pas avoir continué, mais Mm. c'est trop difficile, c'était trop difficile. Oui, voilà. Cette organisation ça a été un vrai labeur pour pour toutes des générations. Oui, voilà, ça a été une génération charnière. Je pense que c'était une génération charnière parce que on avait à faire rentrer les paramètres européens dans l'agriculture et on sortait de décennies d'un monde agricole qui n'était pas habitué à ça, qui n'était pas préparé à ça. Et mon père a fait ses études dans les années 60, 65, enfin, jamais on avait anticipé le schéma qu'on les avait formés n'était Ouais, pas là-dedans. C'était pas là-dedans. C'était, ça n'avait rien à voir. Et on leur a dit d'un seul coup, bah, vous arrêtez de produire, vous arrêtez de faire ci, par des contraintes qui les dépassaient complètement. Et c'est vrai que bon, là, j'ai beaucoup un peu d'émotion parce que je me dis, en fait,
ils ont vécu parce qu'il fallait absolument nous sortir de là. ouais, Ils n'ont jamais eu de sortie. La chanson de Jean Ferrat, moi, me parle beaucoup. La montagne, ouais, s'il a fait cette chanson, c'est pas pour rien. ouais. C'est que, Il l'a vu. effectivement, c'est des générations qui n'étaient que dans le labeur et qui ont Ouais, fait le maxi et, euh, et c'est vrai que je peux pas avoir de regrets. Enfin, de regrets. J'ai des regrets dans le sens, effectivement, c'est un super métier. ouais, Je conteste pas, c'est un très beau métier. Mais dans l'approche, dans ce qu'ils ont vécu eux, je me dis, mais waouh, waouh. ouais, Moi, je ouais. sais pas si j'aurais été. Si, je sais pas. Je sais pas. Vous savez, ils sont passés par des phases, c'était très, très compliqué, hein. Donc, Oui, mais je veux pas donner cette image-là parce que c'est oui. pas que ça. C'est pas que ça. Excusez-moi, Ils n'ont pas Stéphane, eu que ça dans leur vie. il nous reste une minute, on va être coupé. Est-ce que vous voulez nous dire un mot pour la fin? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux auditeurs, là, avant qu'on soit coupé? Euh, c'est un très beau métier. On peut faire. Je pense qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont la capacité, la volonté de, de pouvoir transformer les choses et d'en vivre. Et il faut vraiment soutenir ces gens-là. Il faut vraiment Oui, soutenir ces gens-là. Je pense que euh, c'est parce que demain, nos paysages, on aura besoin d'eux, on aura toujours besoin d'eux. Et il faut surtout pas. Voilà, et moi, quand je vois du miel qui vient de je sais pas d'où à 3 fois moins cher, on va, si on on va, peut, on va être coupé. voilà. Écoutez, merci beaucoup, Stéphane, pour